Professor, for showing that law is, after all, a dark matter. More seriously, we made the point very clear that literature can be a very useful source of inspiration to debate questions as complicated. For me, one of the most complex questions of law is this question of free will and responsibility. So thank you very much for this. It was very interesting. I also heard that law and literature arose from the same bed. I think we can say that with François, they still sleep in the same bed, which is good to know. Anyway, to move on to our next speaker, Denis Salas, probablement fait partie de ces personnes qu'on ne devrait plus présenter, mais ce serait toutefois injuste de ne pas le présenter uniquement pour cette raison. C'est un juge également, il est sauf erreur vice-président au tribunal de grande instance de Paris depuis 2007. Les informations viennent de son site, donc j'espère qu'elles sont correctes, mais sinon je décline toute responsabilité. Président de l'Association française pour l'histoire de la justice et directeur de la revue Les Cahiers de la justice. Il est membre des comités de rédaction des archives de politique criminelle et la revue Droit et Culture et collabore aux revues Esprit et Études. Il est également membre du Centre d'études des normes juridiques Yann Thomas. Denis Salas est également enseignant en master dans les universités de Paris 1 et de Paris 2, où il enseigne les cours de politique criminelle et de droit comparé. Justice et droit du procès. Alors il a écrit plusieurs ouvrages qui sont liés au courant droit et littérature. Imaginer la loi, le droit dans la littérature, Albert Camus, La juste révolte, Kafka, Combat avec la loi, et un ouvrage qui m'avait beaucoup plu, qui n'est pas nécessairement droit et littérature, qui est Le courage de juger, en 2014. Je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup de l'invitation et de cette présentation. Alors effectivement, je vais me situer, je regarde ma montre, je vais me situer dans la perspective droit et littérature de notre après-midi. Et j'ai choisi de traiter un thème qui n'étonnera pas François, qui est la question du théâtre. Et en particulier la relation entre deux concepts, l'honneur et la loi, qui se trouve effectivement dans une interdisciplinarité dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, entre l'histoire, le droit, la justice notamment. Et je vais essayer de guider en quelque sorte un itinéraire dans cette perspective. J'ai trois auteurs, pour resserrer la confrontation, j'ai trois auteurs qui me sont effectivement familiers. D'abord Shakespeare, à l'honneur de cette table ici, l'ouvrage de François, Calderon, l'auteur est espagnol, et le Cid et Horace, je les mets ensemble, de Corneille. Pourquoi ces trois auteurs? Parce qu'ils ont cette particularité, c'est pas les seuls, mais eux en particulier. Nous sommes dans fin 16e, début 17e, de créer des configurations théâtrales où il y a un affrontement assez fort entre, je dirais, les héros qui ont tendance à se situer au-dessus de la loi, et puis la loi elle-même qui vient rappeler à la dure réalité l'émancipation dont ils voudraient se réclamer. J'aurais pu choisir aussi, j'ai pensé après, le Don Juan de Mozart avec la figure du commandeur, qui est une figure absolument extraordinaire sous ce registre-là, mais je vais me limiter aux trois figures que je viens d'indiquer. Donc, en gros, si vous voulez, leur grandeur morale, leur hauteur morale, vient en quelque sorte réduire la loi à un obstacle particulièrement menaçant pour eux, qu'ils vont tenter de dépasser, d'affronter ou de supprimer. Donc, vous avez, à travers les tragédies que je viens d'évoquer, je vais parler de Roméo et Juliette de Shakespeare, de l'Alcade de Salamea de Calderon, et donc d'Horace et du Cid de Corneille. Vous avez, à mon avis, une métaphore théâtrale extrêmement parlante de la construction violente de l'État à l'époque, effectivement, qui est celle que j'étudie, fin 16e, début 17e, qui se caractérise par quoi? Qui se caractérise par un affrontement entre le monde de l'aristocratie, où l'honneur, ou, comme le disent les médiévistes, la fama, est le régulateur suprême
de ces sociétés, et puis le monde de la loi, qui va effectivement être imposé par un ordre étatique, qui va être effectivement porté par des personnages dans les pièces que je vais évoquer à l'instant. Prenons tout d'abord l'univers de Shakespeare, que je lis évidemment à travers l'ouvrage de François, La Comédie et la Loi. J'évoque pas Hamlet, parce qu'Hamlet, mais il faut quand même le dire d'un mot, Hamlet c'est l'échec de la vengeance. Il faut déjà le positionner comme tel, et une sorte de tentative de sortir d'une action impossible à travers un tâtonnement difficile. Mais j'évoque Roméo et Juliette parce qu'on invoque rarement sous l'angle qui est le mien, qui est, et c'est le point de vue qui m'intéresse, le point de vue du prince de Vérone, qui est le souverain, si vous voulez, qui va être confronté à un antagonisme entre effectivement les Capulets et les Montaigu, qui va embraser littéralement les deux cités dans une force puissante de violence qui va électriser complètement la pièce de bout en bout. Et j'évoque le prince de Vérone parce que c'est le tiers, si vous voulez, qui va tenter d'imposer la loi dans un contexte où l'embrasement du conflit est tel, si vous voulez, qu'il est très largement voué à l'échec, d'autant que ce n'est pas un tiers parfait. C'est un tiers qui est apparenté au Montaigu, qui est donc suspect de partialité dans les tentatives de régulation qu'il va proposer au conflit. Alors, il va tenter de juridiciser le conflit, et là, on est d'un point de vue interne, dont on parlait tout à l'heure. Il va déterminer des incriminations, il va indiquer qu'il a une compétence juridictionnelle, il va lancer une enquête ex officio qui va lui permettre effectivement d'éclaircir ces mystères, de connaître la ressource et l'enchaînement. On est là dans une démarche inquisitoriale qui est parfaitement légitime, mais c'est un souverain qui, parce qu'il ne manque, si vous voulez, d'assises d'impartialité, ne va pas pouvoir aller jusqu'au bout et qui va trouver une solution moyenne, insuffisante, il va bannir Roméo. Alors qu'un camp demandait la mort de Roméo et l'autre camp voulait simplement légitimer le meurtre des Capulets qu'il a pu effectivement commettre. Donc il trouve une solution, si vous voulez, qui est la marque même de sa faiblesse, comme tiers dans le conflit, parce qu'elle ne satisfait personne et qui va effectivement conduire à l'échec et au triomphe de la vengeance, pour le coup, d'un camp contre l'autre. Donc son indulgence dans la sentence qu'il rend est, à mon sens, celle d'un parent endeuillé plutôt que d'un prince clément. Et il va effectivement conduire le conflit vers une apothéose terrifiante où effectivement la poésie noire de Shakespeare va se répandre. Donc dans le monde de Shakespeare, le tiers échoue à réguler la violence parce que son positionnement dans le conflit n'est pas stable, pas stabilisé, et effectivement il ne peut pas s'opposer, malgré la tentative de mobiliser les catégories du droit, à cette course effrénée et destructrice. Prenons maintenant Calderon, qui nous offre une toute autre perspective sur la relation entre l'honneur et la loi. Nous sommes cette fois début XVIIe siècle, et le monde aristocratique castillan est régulé par le sens de l'honneur, en grande partie. Et précisément, dans la ville de Salamea, l'alcade, Pedro Crespo, qui a aussi des pouvoirs judiciaires, va être confronté à un viol qui va être commis par un chef de guerre, un général, qui va être commis sur ses deux filles. Il va être tenu de juger cette affaire. Mais qui va juger? Est-ce que c'est le père offensé par le viol commis sur ses filles, ou est-ce que c'est le juge réputé pour sa sagesse dans l'exercice du jugement? On a là la même ambiguïté que j'évoquais tout à l'heure, c'est la figure du tiers régulateur, du tiers impartial, qui peut effectivement paralyser en quelque sorte la fonction de juger dans son exercice elle-même.
Mais là, vous avez un tiers absolu qui intervient. Au-dessus de l'alcade, c'est le roi Philippe II, qui va s'emparer du litige, qui va demander à l'alcade de justifier la décision qu'il prend, qui est condamnation à mort des deux auteurs, et il va lui demander, prouve-moi que dans ton acte de juger, tu n'as pas exercé une simple vengeance, mais que tu as observé les procédures judiciaires. L'alcade va le justifier très largement. Il va dire j'ai incriminé, j'ai utilisé les incriminations légales, je suis indépendant légalement, puisque j'ai été élu par mes pairs, et puis j'ai des preuves que je verse au dossier sur l'attentat dont mes filles ont été l'objet. Donc il est en mesure de justifier sa position. Mais il oublie un élément, c'est que dans le droit de l'époque, la sentence doit être prononcée par un conseil privé, un conseil sur lequel il n'a pas compétence, et le roi lui dit, mais là tu n'as pas compétence pour exercer, pour formuler cette sentence, et c'est là où l'alcade trouve une formule assez extraordinaire. Il lui dit, c'est vrai, mais toute votre justice ne forme qu'un seul et même corps. Toda la justicia vuestra es solo un cuerpo, le corps du roi. Donc il réintroduit en quelque sorte la fonction de juger dans le corps du roi, le corps mystique du roi. Il lui fait allégeance, il proclame qu'il est source de justice, et il s'inscrit, si vous voulez, dans cette fonction propre, qui fait qu'effectivement la justice retenue, il l'exerce au nom du roi, et c'est ce au nom du roi qui lui permet de légitimer sa décision ultime. Donc on a là effectivement une doctrine dont l'alcade se réclame, qui va lui permettre de justifier, je dirais presque de manière dogmatique, sa sentence pour retenir l'adhésion du roi sur la décision qui est prise. C'est une justice qui est rendue en son nom et selon ses lois contre les abus de son armée. Il y a tout un contexte diplomatique qui fait qu'à l'époque, effectivement, l'abus des armées était grand et qu'il fallait que le roi apporte un terme à ces abus. Et la doctrine de l'union des juridictions au sein du roi a permis de le réaliser. Donc c'est une version, je dirais, dramatique de cette évolution de la doctrine juridique. Et puis je prends évidemment Corneille, le Cid et Horace. Corneille a 30 ans, en 1636, quand il écrit le Cid. Il est avocat au Parlement de Rouen. On voit encore au Parlement de Rouen, dans la grande salle des pas perdus, la table de marbre où, dit la légende, il rendait ses décisions à côté de son buste qui figure sur la gauche. À l'époque, Richelieu règne, Corneille fait une allégeance absolue à Richelieu. C'est de votre éminence que je suis, et c'est l'exergue du Cid. Donc c'est un hommage à Richelieu. Richelieu qui est à mon sens, un des grands créateurs des procès politiques dans notre pays. Et si vous voulez, l'objectif de Richelieu, c'est d'éradiquer les duels. Les duels qui sont une régulation de l'honneur au sein de l'aristocratie de l'époque. Et la peine de mort est prévue dans ce cas-là. Et ce qui est intéressant dans le Cid, c'est que nous avons effectivement un duel entre les pères de Rodrigue et de Chimène, et que Chimène, en tout cas, hérite d'un devoir de vengeance à l'égard de son père qui a été assassiné par le père de Rodrigue. Et ce que les pères ont produit, les enfants en sont les héritiers. Et effectivement, ce qui m'intéresse là, si vous voulez, c'est comment le roi va intervenir comme tiers dans cette régulation de l'honneur. Il va intervenir de deux manières. D'abord, il va laisser du temps s'écouler. Il va effectivement déconflictualiser l'enjeu lié à l'honneur en laissant effectivement du temps pour que les choses puissent évoluer. Et ce temps va être le temps de la guerre. Rodrigue va partir en guerre.
Et Rodrigue, en partant en guerre, va devenir un héros. Et donc il va effectivement, par cette qualité, inverser le sens de la dette, et il va effectivement faire du roi son obligé. Et au moment du retour de Rodrigue, le roi reconnaît que le crime se prescrit par le temps, d'une part, et que, au fond, les qualités d'héroïsme de Rodrigue le placent au-dessus de la loi. Et l'arbitrage qui va être rendu va être dans cette perspective-là. Donc, si vous voulez, le temps, dit Corneille, a assez souvent rendu légitime ce qui semblait d'abord ne se pouvoir sans crime, le temps, et ensuite, il déclare à Rodrigue, ta gloire est dégagée et ton devoir est quitte. Donc, on voit que, effectivement, la gloire, le dévouement au royaume, permet en quelque sorte, de décriminaliser un acte qui était, au fond, fondé sur la logique de la vengeance due. Donc l'honneur de servir le roi, finalement, l'emporte sur l'honneur, je dirais, intrafamilial, qui était lié au thème de la vengeance. Prends 1 an, si tu veux, pour essuyer tes larmes. Rodrigue, cependant, il faut prendre des armes. Il envoie Rodrigue à la guerre et il demande du temps à Chimène. Et puis, il y a Horace, qui est tout à fait passionnant, parce que dans Horace, Horace, c'est la même année que le Cid, c'est écrit en même temps. Vraiment la même inspiration puissante de Corneille à cette époque-là, qui est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'il y a effectivement ce conflit entre Albe et Rome, ce duel entre les Albins et les Romains, le triomphe d'Horace sur les Curiaces, mais la sœur d'Horace, Camille, est une fiancée des Curiaces. Donc vous avez le lien, les femmes sont du côté du lien, les hommes sont du côté de la violence, mais ce lien-là, Camille va le proclamer à la face du héros vainqueur. Il va dire, mais au fond, Rome, enfin que je hais, parce qu'elle t'honore, et elle dit cette chose extrêmement provocatrice, voir le dernier Romain, son dernier soupir, moi seul en être la cause, et mourir de plaisir. Donc elle affronte littéralement le héros, en invoquant effectivement sa douleur, sa souffrance personnelle, pour, en quelque sorte, le contester dans sa victoire qu'elle estime usurpée, parce qu'effectivement, elle a tué son amant. Horace ne va pas par 4 chemins, il oxy immédiatement Camille, et après intervient le procès d'Horace, qui va être jugé, qui va être plaidé par son père, le vieil Horace, qui va plaider, on s'en doute, l'excuse absolutoire. Il va dire, oui, d'accord, il a tué Camille, mais en même temps, il est le héros, il a vaincu Albe. Et on ne peut pas traiter de cette manière comme un vulgaire criminel un héros. Et il saura plaider longuement, il y a une très longue tirade à ce sujet. Donc vous avez la raison d'État d'un côté, qui va être plaidée par la vieille Horace pour son fils, au nom de l'héroïsme de Horace, et puis de l'autre côté, le crime qu'il a commis, qui va être tendanciellement absous par ce biais. Donc l'objet du roi qui va intervenir pour juger cette affaire, vous avez dans les parties sont là, le roi d'un côté, le tiers, et puis l'accusé Horace, et puis l'avocat, le vieil Horace. Et puis si vous voulez, le but c'est de réintégrer le héros criminel qui est un support, un rempart de pouvoir royal. Mais là, il y a une question sémantique qui m'a beaucoup passionné. Vous avez trouvé que c'est peut-être un détail, mais il y a cette phrase ce vers, où le roi rend sa sentence. Vis donc Horace, donc il absout Horace complètement, vis guerrier trop magnanime, ta vertu met ta gloire au-dessus de ton crime, sa chaleur généreuse a produit ton forfait. Il reste à Horace devant sa décision, et en quelque sorte, il absout complètement le crime d'Horace, ou non, effectivement, de sa vertu généreuse. Mais alors, quand vous regardez le texte avec précision, et l'évolution du texte dans les différentes versions de Horace, vous apercevez que Corneille a hésité. Et pour ma part, je vois dans cette hésitation, l'hésitation du magistrat. Parce que, dans un premier temps, effectivement, sa chaleur généreuse a produit ton forfait, dit-il à Horace. Mais 10 ans après, quand Corneille republie cette pièce, il évoque sa chaleur dangereuse.
un public en forfait. Donc on voit bien qu'il n'est pas vraiment en phase avec cette décision-là. Il trouve que quand même il est allé un petit peu trop loin. Et puis à nouveau, en 1660, donc 20 ans après, il reprend le mot chaleur généreuse. Donc si vous voulez, il y a une hésitation du magistrat, comme si Corneille ne pouvait pas totalement adhérer à la suprématie de la raison d'État et pensait tout de même que assumer un tel crime était quand même difficile, en tout cas pour lui. Et on voit bien que les évolutions de la pièce, de ce vers lui-même, de cette épithète finalement, sont liées étroitement à l'adhésion à Richelieu et ensuite à la mort de Richelieu qui va introduire un terme beaucoup plus offensif que celui qui était prévu initialement. Donc voilà, je pourrais parler d'autres pièces, mais je n'en ai pas le temps. Je conclus d'un mot, et on peut se dire, si ce terme, cette alliance, droit et littérature, au fond, est-ce que finalement c'est quelque chose de secondaire, je dirais ludique, ou finalement d'inutile? À quoi sert le droit? Ou à quoi nous sert le droit, dit Jacques? Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a une permanence de la violence, de la vengeance ensauvagée dans nos sociétés démocratiques. Et les attentats que nous avons connus, j'y travaille beaucoup actuellement, et c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Quand vous lisez ce que disent nos terroristes justiciers aujourd'hui, eh bien, c'est Mera, tu tues mes frères, je te tue, on a vengé le prophète, c'est une vengeance qui se manifeste, et qui vient provoquer la loi directement. C'est le thème que j'évoquais tout à l'heure dans Roméo et Juliette et dans les autres pièces. Donc il y a, si vous voulez, dans ces crimes, au nom d'une vengeance elle-même appuyée sur une idéologie religieuse dévoyée, il y a une forme d'ensauvagement qui menace la cité et qui paralyse l'acte de juger et la réaction du droit, puisque la mort est souvent au bout de cette logique-là. C'est comme la machine pénitentiaire de Kafka qui se dérègle complètement. Mais cette vengeance-là, elle est totalement, elle sort en quelque sorte du système vindicatoire que Verdier ou Hénaff ont par ailleurs théorisé, mais je n'y reviens pas. Donc vous avez là, si vous voulez, une leçon que nous donne l'examen de la relation droit et littérature. Et pour conclure, je me souviens que François, dans l'Orestie, dans Raconter la loi, rappelait fort opportunément que dans l'Orestie, et en particulier dans les Euménides, Athéna ne chasse pas les Érinies de la cité. Tu t'en souviens? Il ne chasse pas les Érinies de la cité. Les déesses de la vengeance sont installées dans la grotte, à côté de l'aéropage, non loin de son siège. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'ombre d'une justice archaïque, d'une justice violente, déréglée, menace toujours la cité. La grotte des Érinies est à côté, si vous voulez. Elle peut surgir et perturber le fonctionnement de l'aéropage. Les procès qu'on a actuellement sont particulièrement menacés par cette violence-là, et parfois ils ne peuvent pas avoir lieu à cause de cela. Donc la violence de jadis, et je termine là-dessus, la violence de jadis peut encore surgir de la grotte des Érinies, et je crois qu'il faut rendre justice à la littérature de nous permettre de penser ce risque dans nos démocraties. Merci beaucoup.